un podcast Mile & Stone. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant en cette fin d'année. Comment construire la saison à venir? Comment progresser et rêver grand sans se perdre? Comment éviter les pièges? Beaucoup de questions, vous l'avez compris, pour nos deux invités. Et surtout, comment garder du plaisir, du courage et de la confiance, quelle que soit la distance. Bienvenue dans Queen of the Mountain, je suis Laurie Delostal et ensemble on va écouter des voix de femmes qui vivent le trail pleinement. Des expertes, des passionnées, des athlètes bien sûr qui vont partager avec bienveillance, sans filtre et aussi leur expertise. On va parler ici progression, entraînement, corps, mental, cycle, mais aussi force et liberté. Et puis surtout on va parler de confiance, celle que l'on construit à chaque foulée. Ce podcast vous est présenté par Kailas Fuga, la marque outdoor spécialiste du trail et de la montagne depuis 20 ans. Au-delà de ses équipements haut de gamme, Kailas Fuga fait bouger les lignes. 40% de femmes dans son comité de direction, plus de 60% dans ses équipes et des événements comme la série Wonder Trail qui a permis à des centaines de femmes de découvrir la course en montagne, en apportant également son soutien à des athlètes féminines venues de plus de 10 pays, de l'Espagne au Népal. Kailas Fuga inspire une nouvelle génération de traileuses à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kailasfuga.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce qui est donc ce tout premier Queen of the Mountains en live et en public présenté par Kailas Fuga. Je suis très heureuse, un petit peu excitée, un petit peu peureuse de sortir du studio pour vous rencontrer en vrai ici à Annecy. Merci d'être avec nous pour cette grande première et j'ai la chance d'être entourée de deux femmes inspirantes qui vivent la montagne avec force, lucidité, beaucoup d'humilité. Emma Bilam, bonjour. Bonjour Laurie, athlète, et bonjour à tous et à athlète, toutes. coach pleine de bons conseils. Mélinda Parfait également, bonjour. Bonjour à tous. Athlète Kailas aux histoires inspirantes. Vous allez voir, merci à toutes les deux d'être là. Vous allez pouvoir tout à l'heure, préparez-vous, leur poser vos questions. Voilà, vous aurez entre 10 et 15 minutes pour leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On va peut-être commencer par vous présenter. Mesdames, racontez votre rapport à la performance. Emma, je commence avec toi. Tu es une ancienne triathlète pro, aujourd'hui coach, traileuse. Quand et comment tu as découvert le trail et qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? Alors bonjour déjà, ça fait beaucoup de questions. Comment est-ce que j'ai découvert le trail? Un petit peu par hasard dans le cadre d'un événement multisport. En fait, au Roc d'Azur, il y a 3 ou 4 ans maintenant. J'ai fait un 30 km, je n'ai pas marché pendant une semaine après, tellement j'avais des courbatures. Et puis, je m'y suis remise l'année suivante grâce à une amie qui est d'ailleurs dans la salle aujourd'hui et qui m'a dit « Viens, on fait Verbier, ça va être bien ». Alors là aussi, j'ai eu quelques difficultés. J'y suis allée avec toute l'arrogance de la triathlète longue distance, en me disant ça va passer, ça n'a failli pas passer. Et puis en terminant ma carrière de triathlon, j'ai eu envie de découvrir d'autres choses. Et puis j'ai beaucoup passé de temps à la montagne, à Chamonix notamment. Et puis inévitablement, j'ai passé un petit peu moins de temps dans les bassins et un petit peu plus de temps sur les sentiers. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai fait une année un petit peu en sport plaisir pour juste apprécier le sport un peu autrement. Et puis j'ai mis un dossard ou deux quand même parce que mine de rien on ne change pas les bonnes habitudes. Et puis voilà, je me suis dit pourquoi pas refaire une année un tout petit peu plus sérieusement et puis voir où ça peut me mener avec tout le plaisir de la montagne qui va avec. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui? On voit qu'il y a toujours cette notion de performance, pas performance. Comment tu vis ça? Alors je pense que la performance, elle fera toujours partie de moi. J'ai grandi avec ça. J'ai fait 10 ans de carrière de triathlon avec cet objectif-là, finalement. Mais je crois que j'ai fait beaucoup de triathlon pour certaines raisons, peut-être pas toujours les bonnes. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que je cours surtout pour moi, pour le plaisir, pour me sentir libre, m'évader. Et puis oui, j'ai toujours envie de faire mieux et j'ai toujours envie de faire le mieux que je peux. Mais il y a d'autres notions qui aujourd'hui rentrent beaucoup plus en compte. On va développer tout ça. Mélinda, même question. Comment tu as découvert le trail et quelle place ça prend dans ta vie aujourd'hui? Alors, moi, j'ai pas un passé de grande sportive comme elle. J'ai commencé le sport à 32 ans. Voilà. Avant ça, j'ai commencé, si je faisais un peu d'escalade, j'ai commencé tardivement aussi à 28.
Et donc, je suis venue vivre à Annecy. Et voilà, pour ça aussi, pour pratiquer la montagne, comme j'en avais toujours rêvé. Et du coup, c'est là que je me suis mise au trail. Ma première sortie de trail, d'ailleurs, elle a eu lieu à Annecy. C'était jusqu'à l'antenne des Puiseaux. Gros défi avec mon copain qui m'a attendu, que j'ai péniblement grimpé à l'époque. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà, j'adore y retourner aujourd'hui parce que c'est un peu là que tout a commencé. Et puis que j'ai aussi pris goût à l'effort et au trail et à la montagne, pratiquer différemment, quoi. Trigou, à quel point alors ça prend quelle place dans ta vie aujourd'hui? Bah, après, ça prend une grande place dans le sens où je passe ma vie en montagne en fait dès que je peux. Et après, je pratique pas que le trail. Enfin, je fais aussi du ski alpi l'hiver, de l'escalade, de l'alpinisme l'été. Et puis moi, le trail, c'est aussi un moyen avant tout de plaisir et de déplacement. En fait, voilà, c'est une façon de parcourir la montagne et de pouvoir faire des belles bombées et puis et découvrir plein de choses, quoi. On va parler de comment on planifie une saison. C'est le bon moment pour se poser cette question. Emma, peut-être qu'avec ton double regard d'athlète, de coach, qu'est-ce que tu observes dans la manière dont les coureurs planifient leur saison, les premières observations qui te viennent en tête? Alors, ça dépend un petit peu des athlètes et de leur passé. Des fois, ça vient d'une lubie, puis de 3 verres de rouge et puis d'un défi entre copains. Ou alors... non, mais après, ça arrive. Hein, faut certains dire. doivent être concernés dans la salle, c'est sûr. Non, mais très franchement, d'ailleurs, j'ai encadré une athlète sur la Diagonale des Fous. Alors, c'était pas une histoire de rouge, mais c'était pour fêter ses 50 ans. Elle s'est dit, j'ai envie de faire la Diagonale des Fous. C'était un énorme défi. Je ne le recommanderais pas à tout le monde, mais elle savait pourquoi elle allait là-dedans et ça a été une aventure absolument incroyable et d'ailleurs qui m'a vraiment inspirée moi-même en tant que coach et athlète à aller mettre certains objectifs pour moi. Mais donc voilà, il y a peut-être ces objectifs qui sont un petit peu entre guillemets ambitieux et puis après il y a des gens qui viennent d'un sport particulier ou bien du trail et puis on voit que les constructions des saisons elles sont un petit peu différentes selon l'approche qu'on a, mais fondamentalement il y a cette période automnale où les objectifs se forment, où tout le monde a plein de nouvelles idées et puis qu'est-ce que je vais me lancer comme défi pour l'année qui vient. Donc on voit surtout ça et puis est-ce que je vais prendre un coach, est-ce que je vais le faire moi-même, comment est-ce que je vais m'y prendre, est-ce que ça joue avec ma vie de famille, est-ce que j'arrive à caser ça dans mon emploi professionnel, etc. Donc toutes ces questions là. Et puis après on fête Noël et puis après en janvier souvent on démarre vraiment et puis là ça se construit en fonction de l'objectif et puis forcément de la durée qu'on a, parce qu'il y a des objectifs qui arrivent déjà en avril ou il y en a qui arrivent en octobre. C'est pas la même planification de saison par rapport à ça. Ouais, c'est pour ça qu'on a cette discussion à cette période-là. Là, c'est quand on a encore des idées en tête. Justement, c'est quoi vos... Je le sais, mais tout le monde ne le sait pas. C'est quoi vos objectifs, ce que vous avez en tête là depuis parfois longtemps ou parfois pas longtemps? L'UTMB, très original. Alors on en a discuté, c'est rigolo parce qu'on fait partie de la même équipe Fouga, mais on ne se connaissait pas avant aujourd'hui. Et en fait, on sera les deux sur l'UTMB l'année prochaine. Melinda a un petit peu plus d'expérience en la matière que moi. Et voilà, on vise le même objectif. Il y aura des intermédiaires, mais... Pourquoi cet objectif? Ça, c'est comment on se fixe. Peut-être qu'on va se projeter sur ces premières questions là. Déjà choisir ses objectifs sans se perdre, ça va être un premier axe de discussion. Comment on est un objectif dans cet esprit? Et par exemple, l'UTMB, comment c'est né dans votre esprit? Alors, pour ma part, quand j'ai décidé de faire du long et notamment de l'ultra, l'UTMB, c'était pas du tout un de mes objectifs. Je pense que moi, mon premier ultra, c'était l'échappée belle. Du coup, l'intégrale. Et c'est quelque chose qui me correspond bien par rapport à ma pratique de la montagne. Et je pensais pas faire l'UTMB un jour. Je m'étais dit que je ferais le tour du Mont Blanc en trail, mais pas l'UTMB. Et c'est vrai qu'en m'y rendant pour voir mon copain, lui faire l'assistance, voir des copains sur la course et tout, il y a quand même cette ambiance particulière qui peut vous faire passer de ce côté-là et qui donne envie rien que le départ. La voix de Ludo, la musique, ça reste quand même quelque chose de mythique.
En plus, j'ai toujours jamais fait le tour du Mont Blanc. Du coup, j'ai pas casé le créneau. Donc là, ce sera l'occasion. En plus, on me donnera à manger sur le chemin. Donc, c'est parfait. Voilà. Et toi, Emma? C'était très franchement aussi un petit peu pareil. Jamais j'aurais imaginé faire cette course-là. En terminant ma carrière de triathlon, je me suis dit, le sport de haut niveau, c'est terminé. J'ai donné. J'ai pas toujours couru pour les bonnes raisons. Et puis, quand je suis arrivée au bout, j'avais enfin fait tout un travail sur moi-même pour me dire, en fait, je cours pour moi. Je cours pour personne d'autre. Je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Je suis pas là pour faire une performance ou gagner de l'argent ou être debout sur un podium. C'est pour moi. Et en fait, j'ai fermé la porte triathlon très apaisée par rapport à ça. Et j'ai énormément apprécié au fur et à mesure de ces 3 dernières années, en fait, encadrer des gens, d'autres athlètes, et puis vivre un petit peu leurs rêves avec eux. Donc ça m'a énormément apporté. Et puis j'ai quand même fait 2-3 trails. J'ai eu une qualification point pour la CCC, que j'ai hésité. Voilà. On reçoit un email, vous pouvez vous inscrire, etc. Et il y a pas mal de choses que j'ai pas fait dans ma carrière de triathlon, comme partager ça avec mes proches, comme des petites choses comme ça, qui, en fait, cet automne, c'était il y a pas très très longtemps en fait, et c'était notamment après cette Diagonale des Fous où cet athlète qui a fêté ses 50 ans là et qui a bouclé cette course très loin de la tête, hein, on va le dire, mais c'était incroyable. Et elle savait pourquoi elle était là. Elle s'était fixé son objectif avec ses raisons. Elle n'a jamais vacillé. Bien sûr, elle était dans le dur, mais elle allait jusqu'au bout. Et en fait, ça m'a vraiment inspirée. Et je me suis dit, en fait, j'ai cette occasion-là d'aller à Chamonix où mes parents ont passé une grande partie de leur voyage, que ils sont arrivés en Suisse, parce que moi je suis anglaise à la base, mais je suis née en Suisse. Mes parents sont arrivés et ils ont passé beaucoup de temps en montagne à Chamonix. Donc cet endroit-là signifie beaucoup pour notre famille. J'ai l'occasion de faire cette course, de partager ça avec eux, de faire ça pour moi. Enfin, pourquoi pas? Pourquoi je ne me donnerais pas cette occasion-là et pourquoi je ne ferais pas ça avec eux? Donc voilà. C'est devenu un petit peu évident et en fait ça n'a rien à voir avec la performance, c'est juste que pour moi c'est important. Oui, il y a beaucoup de belles raisons de s'y atteler. Question peut-être un peu bête, mais est-ce qu'on doit avoir un ou plusieurs objectifs principaux dans une saison? Vous m'en citez un pour vous, mais qu'est-ce que tu en penses, Melinda? Moi, après, je pense que ça dépend ce que tu entends aussi par objectif. Il y a des gens, enfin aussi ce que tu es capable d'encaisser. Encaisser plusieurs ultras, par exemple, c'est pas forcément simple. Avoir plusieurs objectifs, des courses qui sont plus dans des formats de 50, 60, des choses comme ça se fait très bien, enfin pour moi. Après, plusieurs ultras, ça commence à demander quand même pas mal d'expérience, pas mal de mental aussi, parce que c'est coûteux quand même. Enfin, c'est pas rien. Et je pense qu'il faut des courses de prep. Il faut savoir après qu'est-ce qui compte vraiment pour toi. Quelle est celle qui vraiment est ton vrai objectif. Et puis je pense qu'on n'a pas 15 000 vrais objectifs. Ou alors on se perd pour le coup. Enfin, selon moi. Après, c'est pas une règle d'or, quoi. Mais ouais, voilà, moi par exemple, là, il faut que. Je suis un peu une mauvaise élève, j'ai pas fait ma planif. Voilà. Mais, on va la faire là. Je vais y réfléchir d'ici peu. Mais voilà, moi je sais que je vais me caler des courses de prep, que dans le tas il y aura un 100K, qu'il y aura avant ça un 40, un 50, qu'il y en a que je vais faire avec plus ou moins de rythme. Enfin voilà. Mais mon vrai objectif, ce sera de finir correctement dans un état présentable. D'arriver à Chamonix, voilà. Et puis je pense que après il faut savoir se recentrer aussi et pas s'éparpiller aussi avec trop de choses, trop de stimulation. Maintenant tout le monde montre beaucoup ce qu'il fait. Enfin, tout le monde fait 1 milliard de trucs, 1 milliard de courses. Il y a des dossards postés sur Insta, de teasing, de courses, etc. Moi j'avoue que là, ça me gêne presque de dire que je vais m'inscrire à l'UTMB, en fait, puisque j'aime bien ne pas dire ce que je vais faire et faire mon truc pour moi, quoi. Donc voilà. Emma, un ou plusieurs objectifs? Je pense que Melinda, elle a déjà couvert beaucoup de choses. Elle a dit, pour moi, je la rejoins sur beaucoup de points. Et puis, ça revient de nouveau à ce que je disais tout à l'heure, c'est de savoir pourquoi on fait les choses et quelles sont nos motivations intérieures. Et ça va guider en fait le choix des objectifs. Et puis oui, s'il y en a un qui est un petit peu plus gros en termes de distance, etc., il va y avoir une certaine préparation. Et puis on peut pas être
en forme sur toutes les courses. Non, mais ouais, tu vois, moi par exemple, cette année, mon objectif c'était Verbier, c'était faire la X-Alpine. Et avant, tu parlais de partage, etc. Enfin, il y a aussi ça, quoi. Tu partages la course. Moi, j'ai pris le départ avec mon copain. J'ai ma belle-sœur qui est juste là-bas, qui est la meilleure assistante de l'univers, qui m'a fait l'assistance avec, du coup, le frère de mon copain. Enfin, on en avait un assistant chacun, le grand luxe. Enfin, voilà, il y a tout ça aussi où tu te mets un objectif, tu as des gens qui sont là pour toi et puis tu as envie qu'ils soient fiers de toi aussi. Donc, ouais. Enfin, je pense que c'est important aussi de savoir, de se dire aussi ça, quoi. Voilà. J'allais poser la question des critères de choix, mais ça, c'est des critères avec qui on va partager la course, par exemple, Emma. Dans mon cas, absolument. Ça existe un petit peu en triathlon. Bien sûr, on est rarement tout seul sur une course, même si moi, j'ai fait beaucoup de déplacements seul. Avec mon vélo, mais entre elles c'est très différent. T'étais pas seule alors. Ne dis pas ça, si ton vélo t'entend. La valise prend énormément de place, c'est incroyable. Mais typiquement mon premier ultra, j'ai pas compris cette dimension-là parce que je venais du monde triathlon. Et en fait, j'y suis allée. Ma maman m'attendait à l'arrivée parce que je lui avais dit à l'arrivée à Verbier. Et puis à aucun moment je me suis dit mais en fait je me suis dit j'ai pas besoin et ça m'aurait bien aidé et en fait j'ai beaucoup apprécié sur les courses que j'ai fait après de savoir qu'au bout de 60 bornes il y avait quelqu'un et puis qu'on pouvait avoir un petit échange et puis que ça allait me relancer, ça allait me redonner de l'énergie et ouais, et puis je pense aussi quand tu parlais de planif, tu vois, il faut se dire moi l'année dernière j'avais fixé cette date-là avec Verbier et ça m'a laissé le temps aussi, je rêvais de me mettre au parapente. Du coup, mon été, tu vois, quand tu as un objectif fin août comme l'UTMB, c'est grillé, hein, tu peux rien faire d'autre, quoi. Enfin, clairement, là, moi, j'étais bien tranquille tout l'été. Et, et du coup, j'ai pu gérer mes petits stages de parapente, faire un peu d'alpi, ne pas me dire il faut que je fasse des intenses, il faut que je fasse du fractio, il faut que je fasse... j'ai perdu le rythme. Enfin, voilà, t'enlèves aussi une grosse pression. Ça, je pense que ça fait du bien. Après, d'avoir des objectifs secondaires. Moi, je vois, là, j'en ai eu en automne un trail incroyable... dantesque en Chine avec Kailas d'ailleurs qui nous a donné l'opportunité de vivre cette expérience qui était juste une expérience de folie. Pourquoi dantesque? Déjà c'est un trail qui démarre à 3003 et qui monte à 4005 à plusieurs reprises, donc déjà là tu vois c'est un petit peu, ça fait 100 bornes et il y a eu des conditions météo, non mais chez nous ça aurait pas lieu quoi. Je dis ça, mais c'était. Et puis il y a des ours, il y a des panneaux partout, comme quoi il faut pas être là-bas la nuit. Bon, tu es la nuit, là tu es seul au milieu de nulle part, il neige, tu es à 4005. Bon, à un moment tu es dans un single, il y a des chevaux qui te descendent dessus, tu sais pas d'où ils sortent, il y a personne. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, non, mais puis il y a eu dans les conditions météo étaient catastrophiques, mais moi c'était génial, franchement, super expérience. Mais t'es bien au chaud après, quoi. Après, là, on parle de gros d'objectifs qui sont dans l'ultra, dans les grosses distances, etc. Des choses qui demandent une préparation qui est peut-être extrême à certains niveaux. Et puis, c'est quelque chose que je retrouve un petit peu dans le coaching, où il y a des gens qui viennent vers moi avec des objectifs, ou peut-être qu'on en discute, parce que je pense que quand on dit objectif, on pense tout de suite à UTMB, des grosses choses. Et en fait, pour moi, c'est super important en fait, que l'objectif il soit mesuré, il soit à notre échelle. Et encore une fois, on ne le fait pas pour impressionner la galerie, on le fait pour nous. Et il faut que ça passe avec le travail, avec la famille, avec nos capacités physiques, nos capacités mentales, enfin, tout le monde qui nous entoure finalement. Ouais, et surtout l'envie. Enfin, faut avoir envie. En fait, t'as pas forcément envie de faire un ultra. Moi, ça me plaît, c'est pour ça que je le fais, je trouve ça cool. Mais en fait, moi, j'ai des copains qui sont super bons coureurs. Je pense notamment à un qui te dira non, mais moi, au bout de 40 bornes, j'en ai marre, quoi. Moi, j'ai envie d'aller boire une bière, quoi. Manger le repas avec les gens, la course, l'ambiance. C'est bon, j'ai ma dose, quoi. Et en fait, c'est tout aussi légitime, en fait. Il y a pas de. Et puis, tu peux être performant sur un 40, c'est pas être performant sur. Enfin, c'est pas la même prep, quoi. Tu as une autre dimension. Je pense que toi, tu es plus peut-être à même de parler de l'entraînement sur du court, mais parce qu'avec le triathlon, au niveau des intensités, de la vitesse et tout ça, c'est quelque chose que tu vas peut-être plus travailler en course à pied. Sur le long, tu fais de la randonnée, quoi. Ouais, j'exagère un peu, mais c'est de la rando rythmée, quoi. Ouais. Non, je voulais juste revenir sur la notion d'envie.
parce qu'elle est ultra importante, mais je trouve qu'elle peut aussi nous porter des fois un petit peu trop loin. Et on est peut-être un petit peu surmotivé, un petit peu surenthousiaste. Et des fois, moi, je freine des athlètes, que ce soit en triathlon ou en trail, parce que peut-être que les ambitions, elles sont un tout petit peu démesurées par rapport à leur capacité du moment. Et c'est pas que c'est dangereux, mais c'est que là, on a tout un hype un peu, mais aussi sur les réseaux. Par rapport à tout ce qui est ultra, il faut toujours plus, toujours moi, je plus pense long, qu'il y a un etc. côté, après c'est mon avis très personnel, mais il y a un côté hyper malsain aux réseaux sociaux. Alors, désolé pour les influenceurs qui sont présents, mais je pense qu'en fait, on banalise la difficulté, qu'on banalise l'investissement mental que ça demande, Et puis on qu'on banalise banalise aussi l'entraînement qu'il y a derrière aussi. d'un côté, mais aussi le fait qu'on diminue aussi la réussite sur des choses qui 20 km, mais 20 km en fait c'est énorme. Et c'est beau de réaliser, suivant d'où on part, c'est incroyable. Et puis il n'y a aucun mal à mettre des objectifs qui sont un petit peu plus réduits en fait. Enfin réduits. Avec tous les guillemets que je peux mettre sur réduit. J'allais poser la question des pièges à éviter. Là, oui, vous en avez cité quelques-uns. Se comparer, peut-être se mesurer à ce qu'on voit. Moi, j'en parlais encore avec une copine hier, en fait, qui est une bonne coureuse, qui fait des trucs super chouettes et tout. Et puis elle me disait, il y a un moment, là, je me suis sentie super mal, j'ai déconnecté de Strava. En fait, elle se sentait nulle. Parce que le problème, c'est que quand on habite, par exemple, comme on habite à Annecy, en fait, le champion d'ailleurs peut être le nul d'ici, puis on est toujours le nul de quelqu'un de toute manière. Donc, en fait, ça peut être hyper mauvais pour l'estime de soi. Et puis, ça met une grosse pression aussi sociale. Je pense qu'il faut vraiment... encore une fois, faire les choses par plaisir et faire les choses pour soi. Et pas faire parce que c'est cool. Si toi, ton truc, c'est faire des 20 bornes et de les faire tranquille, c'est super cool, en fait. Si c'est de faire du long, de le faire dans les barrières horaires, mais de finir, c'est super cool aussi, quoi. C'est pas forcé de... Puis encore une fois, des gens qui font des vrais perfs, et moi, je me sens pas concernée par ça, mais des gens qu'on voit dans les réseaux qui font des super belles perfs, qui font... En fait, déjà, souvent, ils bossent pas à côté, ou ils bossent pas à temps plein non plus. C'est rare, à part un certain boulanger ou des personnes comme ça, quoi, mais qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais la plupart des gens ont du temps pour s'entraîner, ils ont des coachs, ils vont se faire masser les cuisses, ils ont des diététiciens, ils ont des compléments alimentaires, ils ont de la cryo pour récupérer. Et tout ça aussi, est-ce qu'on a besoin de tout ça pour pratiquer? Je suis pas sûre. Est-ce qu'on est toujours obligé d'être... il y a plein de questions à se poser et peut-être parce qu'on est en période de récup là, mais je prends un peu de recul sur tout ça. C'est le moment où on se pose des questions. C'est quoi la principale question que vous vous posez avant de valider une course, justement? Est-ce que je peux juste faire un tout petit aparté parce qu'elle a parlé de perf et moi je trouve que le mot performance il est très compliqué parce qu'aujourd'hui on a tendance à travers les réseaux et puis même à valoriser les gens en fait qui sont sur des podiums et qui font entre guillemets des perfs. Mais en fait notre valeur humaine elle a rien à voir avec un podium ou une vitesse. Et je pense que c'est utile et important de le rappeler en fait parce que les performances une performance c'est une mesure de progression et c'est une mesure personnelle. Et tout un chacun peut performer à son niveau et peu importe en fait la vitesse à laquelle tu cours ou si tu bats les autres ou pas. Parce qu'une course finalement peut-être tu te retrouves devant, mais finalement, ça veut dire quoi? Tu as juste couru un peu plus vite que les autres. Ouais, et moi, tu vois, cet été, j'ai suivi un monsieur que j'ai rencontré à l'EB, qui a fait l'UTMB, qui a fini ric-rac, barrière horaire, il s'est battu tout le long. Non, mais il a toute mon admiration, quoi. Moi, je sais pas si j'aurais eu le mental d'avoir tout le temps le serre-fil derrière moi qui me dit, là, t'as 15 minutes. Franchement, où tu dois te dire, est-ce que j'ai le temps d'aller faire pipi, vraiment, quoi. Je sais pas si j'y arriverai, quoi. Et moi, ça, j'ai une grande admiration pour les gens qui vont et qui finissent, parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui. Dès qu'il y a un pépin, dès qu'on fait pas le temps qu'on veut, dès que il y en a plein qui bâchent, quoi. Pas pour moi, je suis pas sûre que. Je pense qu'il y a plein de fractures du mental, parce que c'est dur de pas atteindre, surtout si c'est une course que tu as déjà faite. Tu as une idée de temps, tu as une idée. Justement, on en revient toujours à la perf, en fait. Est-ce que tu fais le truc pour la trace? Tu vois, l'échappée belle, j'ai fait ça. C'est mon copain et ses potes qui m'en ont tellement parlé. En fait, je l'ai tellement visualisé, cette trace de traversée de Beldon. Je me suis dit, il faut que je fasse ça, quoi. Tu vois, c'est évident, c'est incroyable. Et tu le fais pour
faut savoir pourquoi tu le fais. Je l'ai pas fait pour faire un temps, je l'ai pas fait pour, enfin voilà. Après, tu fais ce que tu fais et t'en es plus ou moins content. Enfin voilà, mais je pense que ça, c'est vraiment à garder en tête aussi, quoi. Quand tu réfléchis à est-ce que je vais faire cette course ou pas, c'est pourquoi je la fais, quoi. C'est juste ça, C'est finalement, juste la la vraie question. raison. Est-ce que j'ai vraiment envie? Que ce soit se mettre dans le dur sur 20K ou faire un ultra qui va te coûter, etc. Enfin, c'est vraiment la question, quoi. Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Est-ce que c'est ce que je veux faire, quoi? Tu confirmes, Emma? C'est la question. Comment construire une saison cohérente? C'est le deuxième thème de notre discussion. Je vous rappelle que vous devez préparer vos questions, hein. J'espère que vous êtes en train de le faire. Les grandes étapes d'une saison réussie, on le disait, là, ce sont lesquelles selon vous? Là, c'est la période de réflexion et dans ta tête, comment ça va se... Tu disais, il va falloir que je m'y mette à un moment à planifier vraiment ma saison. C'est quoi, à un moment, tu vas te poser à un moment, tu vas te poser, tu vas te dire, bon, bah là, je me décide. Comment ça se passe? Pour la planification? Il y a un moment, il va falloir que je me décide parce que maintenant, c'est pire que le Black Friday et Dossard. Du coup, il va falloir que je me positionne un minimum. Mais moi, j'attendrai bien encore un peu parce que là, j'ai pas encore, à part cette UTMB, parce que je sais que j'ai mon ticket et que voilà, ça va être la ligne de mire, enfin voilà, l'objectif final, on va dire. Mais sinon, moi, je suis pas pressée en fait de me dire tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Là, déjà, il a neigé, donc j'ai changé de souliers. Et donc voilà, perso, je vais prendre encore un peu le temps de réfléchir et de voir ce qui me fait envie pour le coup, parce que pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà. Et la suite après, alors? Pour planifier? Ouais. Après, ça va être... Disons, quelles vont être les grandes étapes de ta saison, même si tu connais pas encore les courses? Alors, pour préparer l'UTMB, pas le choix. Ça va être, de toute façon, n'importe quel ultra, c'est du volume, du volume, du volume. Contrairement à, par exemple, l'échappée belle ou même Verbier, je vais faire peut-être un peu plus de roulant, parce qu'il paraît qu'il faut courir aussi sur l'UTMB. Et ouais, du coup, travailler un peu le roulant, parce que c'est peut-être pas forcément mon point fort. Donc voilà, essayer de travailler un peu ses points faibles, réfléchir à quels sont les besoins. Je connais mes acquis, et puis voilà, je vais cibler un petit peu sur mes points un peu moins forts. Je pense que c'est important aussi de se dire, voilà, il y a des choses qui sont bien, il y en a d'autres on peut approfondir, du coup, voilà. Et puis profiter de faire du coup, ça c'est l'avantage de l'ultra, c'est que tu peux te dire, il faut que je passe du temps dehors, donc c'est la bonne excuse pour faire plein de trucs en montagne bien longs et passer des heures et des heures, pas forcément à des rythmes intenses, hein, parce qu'il faut faire du volume. Puis après, au bout d'un moment, effectivement, toujours une période où, voilà, avant les courses intermédiaires, mettre des périodes d'intensité, avec là des choses un peu plus courtes et un peu plus punchy. Se pousser un petit peu plus dans l'effort, arrêter de se balader, de prendre des photos. Et la récup. Et après, entre les phases et avant l'UTMB, un bon affûtage pour être... le but, c'est d'être comme des lions en cage. De toute façon, il faut avoir envie. Hein, avant de partir, si on n'a pas très, 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 très envie, il y a peu de chances que ça se passe bien, quoi. Donc voilà. Emma, les grandes étapes d'une saison réussie, selon toi? Alors, pour Mélinda, elle change de chaussures. Moi, j'ai réservé un billet pour l'Espagne. Très bien. Autre choix, autre façon de faire. Je vais prendre mon vélo, pour le coup. En fait, c'est la même chose personnellement, mais quand j'accompagne des athlètes, forcément, ils arrivent souvent vers moi avec un objectif précis. Donc ça, on en a déjà un petit peu discuté. Et puis, je vais faire souvent un rétro-planning par rapport à cet objectif. En triathlon, c'est pareil, les dossards, ils partent très très vite. En tant qu'élite, on a le luxe d'avoir un tout petit peu plus de flexibilité, et encore, pas sur toutes les courses, mais donc on peut se permettre de s'inscrire un petit peu à l'ADER. Mais je vais surtout regarder d'où on part, et puis quelles sont quelles sont les lacunes, comme tu disais, où c'est qu'on a le plus à gagner, où sont les faiblesses. Et puis, typiquement pour du trail, d'où part l'athlète? Parce que c'est quand même une discipline qui est en pleine expansion. Il y a des gens qui en ont déjà fait, mais souvent, je vois arriver des triathlètes ou bien des coureurs sur route où j'ai envie de me mettre au trail. Donc là, on a quand même pas mal de travail. Souvent, puis là, c'est la bonne période pour le faire. Moi, j'ai passé par là l'hiver dernier. Ça m'a énormément apporté, tout ce qui est travail de renforcement, de stabilisation, etc. Parce que quand on est nageur et puis qu'on a les chevilles ultra souples, ça passe pas dans les sentiers. Enfin, ça passe un moment. Après, ça passe bien plus. dans les cailloux. Donc, voilà, oui, effectivement, il y a une planification par bloc. Et puis, on va souvent profiter de la période hivernale
pour faire tout ce travail de renforcement dont on va pouvoir profiter quand il n'y a plus de neige sur les sentiers. C'est vrai qu'on habite quand même dans une région où les sports d'hiver prennent beaucoup de place. On serait en Espagne, ce serait différent. Mais en l'occurrence, moi je vais en Espagne. Mais, beaucoup de mes athlètes, ils vont travailler en ski de fond, en ski de rando, même en ski de piste, parce que mine de rien pour les cuisses, c'est quand même. Donc voilà, on a tout ça, et puis au fur et à mesure de l'arrivée du printemps, on va basculer plus sur une construction de volume si on part sur un ultra. On va travailler la vitesse si quelqu'un a besoin de faire quelque chose de plus court et puis en manque un petit peu. Il y a des différents profils physiologiques aussi. Il y a des gens qui sont plus ou moins efficaces sur certains domaines. Et c'est difficile de répondre à la question spécifiquement parce que c'est tellement individuel. Et puis on a des durées plus ou moins longues. Il y a des objectifs qui sont déjà là en juin, et puis il y a peut-être quelqu'un qui prépare une course en octobre, et il faut un petit peu plus doser physiquement, mais doser mentalement aussi, parce que si on démarre on démarre une préparation en octobre, sachant qu'on doit aller jusqu'en septembre, souvent, pour la plupart d'entre nous, notamment, il y a très peu d'athlètes qui ont vraiment le luxe d'aller s'entraîner, puis après de se poser sur le canapé le reste de la journée. Et souvent, le stress ne vient pas de l'entraînement. Ça vient de tous les facteurs externes, comme le travail, la famille. Comment est-ce que je vais réussir à amener le petit au judo, faire à manger, j'allais dire panos, mais on n'est pas en Suisse. Et puis encore caser mon heure de course à pied. Et puis tous ces stress-là, ça s'accumule. Et puis en tant que coach, en fait, le défi, c'est surtout de moduler tout ça pour réduire les stress au minimum et puis arriver en septembre sans blessure et puis avec une préparation maximale selon chaque athlète, quoi. Quelles erreurs un peu récurrentes tu observes chez les gens dont tu t'occupes, que tu encadres ? D'en faire trop vite. Et j'en suis la première coupable. On démarre en octobre, en novembre ou en janvier avec de grosses résolutions, beaucoup d'envie parce qu'on a fait une pause peut-être. Et puis des fois on est un petit peu trop enthousiaste. Et puis encore une fois, selon d'où on part, on ne peut pas passer de 0 à 100. Donc ça, il faut vraiment mesurer. Et puis on a toute cette entre guillemets pression extérieure, comme on en parlait tout à l'heure. On va être surmotivé et puis il faut... Moi, j'ai plus d'athlètes que je freine. J'en ai un ou deux, je dois leur mettre des pieds aux fesses, mais c'est très peu en fait. Donc pas être trop ambitieux dès le départ. Ouais, c'est le repos, la régénération. Comment tu gères ça ? Tu arrives à rester calme ? Alors, j'ai appris par l'expérience beaucoup. Moi, je suis très empirique, donc voilà. Non, je me suis, comme tout le monde, j'ai fait un peu n'importe quoi, surtout au début. Moi, j'étais pas sportive, du coup, forcément très enthousiaste. Voilà, je commençais à courir. Je suivais mon copain et ses copains partout, machin, et puis hop, et puis on fait ci, puis on fait ça, et puis bon, au bout d'une saison, je me suis déchiré le quadriceps, après j'avais des problèmes au TFL, après je les ai un peu toutes faites. Maintenant, ça va mieux, j'ai plus de blessures. Ça n'empêche pas d'être rincé en fin de saison. Quand on a un petit peu poussé, là, j'ai mis 2-3 petits objectifs secondaires, comme je disais, qui n'étaient pas... On arrive un peu fatigué, et puis je pense que c'est aussi mental. Au bout d'un moment, c'est quand même un gros engagement mental. Il ne faut pas négliger, il y a le physique, mais il y a aussi la tête, quoi. Et la tête, pour moi, c'est vraiment le moteur. Donc, je pense qu'il faut être frais aussi mentalement quand on s'engage dans quelque chose et quand on a envie de faire quelque chose. Mais ouais, du coup, la récup, de toute façon, c'est vrai que c'est essentiel. Moi, je sais qu'en ce moment, je me repose, voilà. Mais alors, ça veut dire quoi ? Repos ? Non, après, il faut bien faire un petit peu quelque chose, sinon... J'y croyais pas du tout. Alors, c'est quoi faire un petit peu quelque chose, par exemple ? C'est des petites sorties, mais sans intensité, pas de trucs trop longs, parce que je suis quand même habituée... Après, c'est aussi pareil, c'est relatif en fonction des... Le repos, pour moi, ne sera pas forcément le même repos que pour quelqu'un qui travaille des 20 km ou quoi. Forcément, moi, je suis habituée à passer vraiment du temps dehors, donc... mais faire des petites sorties, puis aussi ça passe par changer de... Voilà, moi l'hiver, ça va être... Je vais maintenir des footings, tout ça, mais ça va être plus du ski alpi. Donc voilà, je reprends goût à autre chose, puis comme ça, au printemps, je vais avoir envie de courir, quoi. Enfin, encore une fois, on en revient à l'envie. Et j'aurais envie de me faire mal à course à pied. Là, j'ai plus envie de me faire mal en course à pied en fin de saison, par exemple. Voilà. Ouais, comment tu adaptes la préparation à
à ton énergie du moment. C'est beaucoup de ressenti, c'est s'interroger. J'avoue que encore une fois, je suis pas une bonne élève. J'ai pas de coach, j'ai pas de planif, j'ai pas de planning. Déjà, je pense que, enfin moi en tout cas, en tant que femme, je trouve que faut respecter déjà son corps, parce qu'on a des périodes qui sont plus ou moins propices à faire des efforts. Moi, faire une séance d'intensité quand je suis en période de faiblesse, clairement. Voilà, en fonction des cycles et tout, c'est contre-productif. En fait, si tu n'arrives pas à marquer une intensité, ça ne sert à rien de faire une séance d'intensité. Ça ne sert à rien de se dire, si c'est pour faire un footing et un footing plus, aucun intérêt, autant aller faire un footing tout court et prendre du plaisir, quoi. Du coup, déjà, il y a ça, bien écouter son corps, ses moments de fatigue aussi par rapport au travail, etc. Parce qu'il y a des périodes... Voilà, moi je sais qu'en ce moment je suis dans une période un peu de rush niveau pro, donc voilà, j'y consacre du temps et que ça tombe bien par rapport à cette période où j'ai besoin de me reposer aussi physiquement. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre et après moi je fonctionne vachement en sensation. Je sais quand est-ce que je peux, j'ai des périodes quand est-ce qu'il faut que j'ai mon pic de forme et j'ai appris à me connaître. En fait, c'est vraiment se connaître. Il y a des trucs qui marchent sur soi aussi, mais je dirais pas que c'est moi, je sais ce qui marche, j'ai mes petits rituels, mes petites routines. Et c'est des choses que j'ai apprises par l'expérience. Aussi beaucoup des conseils qu'on m'a donnés, notamment mon copain qui pratique depuis plus longtemps que moi le trail et qui m'a vachement aiguillée au début pour me dire comment lui il fonctionnait. Et puis il fait également du long, donc voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis en fait, tu lis aussi des trucs, tu vois comment les gens... il faut s'approprier les choses. Je pense que si tu es dans une logique de consommation, comme ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui dans la société, où tu te dis, tiens, je vais acheter tel plan d'entraînement, je vais l'appliquer, puis je vais finir telle course, et je vais faire tel perf, et machin. En fait, si tu t'appropries pas les choses et que tu n'as pas envie de faire ce que tu fais, je pense que ça n'a pas de sens. Et en fait, je pense que tu peux... je pense que c'est vraiment pour moi, c'est la clé de s'écouter et de savoir pourquoi... encore une fois, pourquoi tu fais les choses. Est-ce que tu sais déjà ce que tu fais ? Si tu fais un plan d'entraînement, est-ce que tu l'as compris, ton plan d'entraînement ? Est-ce que tu sais pourquoi à ce moment-là c'est important de faire ça ? Parce que si tu sais pas pourquoi, en fait, ça sert à rien, quoi. C'est juste, tu t'es mis la race et puis super, quoi. Tu sais pas pourquoi, en fait, quel bénéfice tu vas trouver de ça. Tu vas sortir de ça. Du coup, je pense que ça aussi, c'est les rôles des coachs pour les personnes qui en ressentent le besoin. Moi, je dis pas que ce serait pas intéressant pour moi, hein, pas du tout. C'est juste que je suis pas assez scolaire, je pense. Peut-être parce que je suis instit et que c'est toujours les plus mal chaussés, mais du coup j'ai un peu du mal à respecter un programme. mais je pense que là le coach, voilà. J'ai un cas, un athlète, je lui ai dit en fin de saison, je lui ai dit écoute, je pense que on devrait arrêter de travailler ensemble. Je pense que tu n'as pas besoin d'un coach en fait. Va faire du vélo, fais-toi plaisir, amuse-toi, va courir quand on a envie. Et c'est comme ça que tu vas en tirer le maximum, en fait. C'est parce que rentrer dans une structure avec des plans, puis tous les jours, il devait ouvrir son application, puis regarder ce qu'il... De toute façon, il ne le faisait pas. Parce que clairement, entre sa tête, son envie, ça ne marchait pas. Et des fois, il fait beau, tu as envie de faire autre chose aussi, tu vois. Tu n'as pas envie d'aller faire juste une séance de fractio qui dure 42 minutes 30. Voilà, super. Voilà, c'est une super belle journée. Il fait 25 degrés en montagne à 3000. C'est parfait pour aller faire 50 bornes, mais non, tu as 45 minutes de fractio. Génial. Voilà, ça te fait ton week-end, quoi. Tu vois, qu'est-ce que tu fais après ? En fait, je pense que ce qu'il en ressort de là, la réponse de la coach. Voilà. On est vraiment tous différents et on a vraiment tous besoin d'autre chose. Et pour répondre, moi, j'ai rien contre les plans d'entraînement en ligne. Je pense que ça peut très bien fonctionner pour certaines personnes, comme l'IA d'ailleurs. Voilà, mais il faut faut savoir se recentrer sur soi-même, comprendre ce qu'on a envie, pourquoi on fait les choses, et puis juste s'écouter. Et s'approprier ce qu'on... Voilà, si tu prends quelque chose, je pense, de quelqu'un d'autre, que tu demandes de l'aide, que tu as besoin d'être accompagné, je trouve ça hyper... Moi, je pense que c'est hyper intéressant et je pense que c'est vraiment un métier qui a de l'avenir et tout, surtout avec le développement de la pratique qui se généralise vraiment. Mais si tu t'appropries pas ce que tu fais, c'est comme ce que je dis à mes élèves, si vous ne comprenez pas pourquoi je vous apprends ça, en fait, vous n'allez jamais retenir, quoi. Du coup, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Ça passe par quoi, Emma ? Par beaucoup de discussions. Il faut régulièrement rediscuter avec les personnes dont tu t'occupes pour comprendre où elles en sont, ce dont elles ont envie. Alors encore une fois, ça va dépendre. Il y a des gens qui font jamais de retour sur les entraînements, puis il y en a que j'ai par WhatsApp tous les 3 jours ou tous les 2 jours même.
Et encore une fois, je pense que c'est très important parce qu'on a tous une façon différente de vivre le sport. Ouais, encore une fois, c'est très individuel et certaines personnes recherchent beaucoup de communication. Mais en fait, moi, je le présente comme En fait, c'est une aventure. C'est un voyage que je vais vivre avec l'athlète. On va faire ça en partenariat. Et puis, on va s'engager les deux envers cet objectif-là. Moi, je le présente comme ça. Et puis ensuite, la relation et puis la communication, elle s'instaure au fur et à mesure. Mais c'est ça que je trouve très riche. Voilà. Mais il y avait un élément sur ce que j'ai pensé à patience tout à l'heure quand Mélinda parlait. Quand on disait il faut savoir s'écouter, il faut savoir pourquoi on fait les choses, etc. Mais je pense que ça prend du temps à apprendre à se connaître. Et puis ce temps-là, on ne peut pas l'éviter. En fait. Il faut juste être patient dans notre pratique, peu importe les choses ne vont pas arriver tout de suite. Et puis il y aura des obstacles en route, et puis on va juste avancer à notre rythme vers notre objectif. Et puis on va adapter en cours de route s'il faut. Mais je pense que ce lâcher prise et cette patience-là, il faut aussi accepter qu'elle fasse partie du jeu. Ouais, puis même faire des erreurs, je pense que ça fait partie du processus, quoi. Bon, c'est bien de ne pas trop en faire non plus, quoi. Ça peut être trop cassé, mais c'est là qu'on apprend le plus. Mais je pense des fois, tu as besoin de ça aussi pour comprendre. Enfin... Un exemple. Oui, alors, mais totalement. Et la nutrition, par exemple, je n'ai jamais été une bonne élève en termes de nutrition. Mais je me souviens, alors là je viens au triathlon, mais je me souviens de la première fois que j'ai fait le triathlon de l'Alpe d'Huez. Il y a 120 km à vélo avec 3000 et quelques de dénivelé. Et la dernière bosse, c'est l'Alpe d'Huez. Puis après, il y a 20 km de course à pied en haut. Et j'ai fait un peu n'importe quoi en mangeant. Enfin, j'ai pas beaucoup mangé sur le vélo. J'ai fait 2 virages dans l'Alpe d'Huez. Extinction des feux. Et je suis arrivée en slalom en haut. Voilà, j'ai quand même réussi à courir, à boucler la course. Mais j'ai pas fait 2 fois l'erreur. Et la deuxième fois que j'ai fait le triathlon de l'Alpe d'Huez, je me suis assurée de manger correctement. Donc je pense quand même que les erreurs sont, elles sont inévitables déjà, puis elles sont souvent assez utiles. On apprend beaucoup plus en faisant des conneries que quand tout se déroule bien. Ça pareil, la nutrition, ça dépend de tout à chacun. Ça aussi, il y a plein de trucs sur les réseaux. Oui, faut manger ça, faut manger ci, ça te fait finir une course. Bon, j'exagère un peu. Mais c'est chacun sa recette, quoi. Toi, comment tu gères, par exemple? C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, effectivement. Alors après, moi, c'est très personnel. Hein. Je mange jamais de trucs de nutrition sportive hors course. Donc déjà, moi, du coup, un gel, ça me fait un peu la potion magique d'Astérix, du coup, parce que j'en mange jamais. J'essaie de manger pas trop de sucre, sucre comme ça, trop concentré. Et je mange, après c'est ma recette, je suis réglée comme une horloge, je mange toutes les 45 minutes, tous les 750 D+. Voilà. Je regarde maintenant, mais voilà, ça peut faire rire, hein, mais voilà, c'est réglé, ça fonctionne. Si je veux aller plus vite, il faut que je mange toutes les 30 sur du court. Voilà. Mais si je veux sur du long, c'est réglé comme une horloge. Et je me force, que j'ai faim, que j'ai pas faim, faut que je mange. Et je passe au salé au bout de... Après, ça, c'est pareil, c'est propre au long. Enfin, je passe au salé au bout de 6-7 heures, quoi. Voilà. Et là, je commence à mélanger. Et puis après, c'est à tout ce qui passe, mais toutes les 45 minutes. Voilà. Après, c'est pareil, c'est un truc, c'est testé et approuvé, quoi. Mais ça dépend des gens. La quantité, j'ai pas les mêmes besoins qu'un gaillard de quasiment 2 mètres et qui doit faire 20 kilos ou 30 kilos de plus que moi. Enfin, forcément, on va pas avoir la même alimentation. Donc voilà, c'est encore une fois, ça... Si ceux qui ne trouvent pas la recette ou qui ont des problèmes de digestion, enfin voilà, c'est important d'en parler avec des gens qui sont spécialisés aussi. Enfin, je pense que voir une nutritionniste, moi j'ai jamais fait, mais j'ai de la chance. Il y a tout les gels, ils passent en course et reste du temps, j'ai mes trucs par saison. Je mange des chouchous l'hiver en ski, je mange du Stollen. Enfin, je sais pas si vous savez ce que c'est. Non, c'est quoi le Stollen ? Ça vient de mon plat pays de Lorraine, parce que je suis née là-bas. C'est de la pâte d'amande avec une espèce de... Mes collègues alsaciennes connaissent, mais oui. Voilà, donc avec des raisins secs et d'une espèce de gâteau. Enfin, vous taperez sur Internet. C'est très bon, c'est très nutritif. Mais voilà, et puis je vais manger à mon casse-croûte, en fait, quand... moi, j'aime bien manger du fromage, quoi. J'ai pas envie de manger un gel quand je vais en montagne. C'est dégueu. Voilà.
Donc Alors, j'ai moi, pas j'ai envie de quand manger une barre à 6,50 € non plus. Ça me... Voilà. Donc, Non, mais c'est bien de proposer voilà. d'autres modèles. mais je pense qu'on peut manger normalement. Faut pas. Mm. Enfin, ça empêche pas. Hein. Alors, moi, j'ai testé une fois le saucisson sur le Ventoux. Ça n'a pas passé. Hein. Ouais, mais c'est le gras, c'est trop gras. Ça se digère. Alors, Fromage pour le et coup, Stollen. Stollen. Et J'ai- des chouchous aussi, ouais, c'est bien. M&M's en Alpi, il y a que ça qui... Voilà. Non, mais il faut avoir ces petits rituels. Hein, Ouais, il faut savoir ce qu'on aime et ce qui est voilà, bon pour, grande pour nous. nutrition spéciale, je vous donnerai pas les marques. Hein. Il nous reste quelques minutes pour que je vous pose des questions et puis après ce sera à vous de poser des questions. Le dernier thème, c'est garder l'équilibre et l'envie sur la durée. Ma première question, c'est comment on gère les périodes de creux, comment on les vit, comment on les gère, les périodes de creux. Les périodes de creux en termes de moins d'envie, trop de stress au travail. Je pense que la patience fait beaucoup, et puis aussi le lâcher prise. Le sport, on a quand même une chance énorme de pouvoir faire ça, de pouvoir aller se divertir avec ça. Je pense que, alors, c'est pas le cas partout dans le monde hein, d'avoir ce luxe-là. Et puis ça doit rester un plaisir. En fait, c'est une évasion. Et puis si on arrive aussi à le percevoir de cette façon-là, peu importe ce que je peux faire dans le cadre de bouger, en fait, tout est bonus en fait. Donc oui, il y a des objectifs, mais les objectifs ils se déplacent ou ils se réorientent, et puis finalement la vie elle est un petit peu comme ça. Il y a des obstacles, et puis si des fois c'est pas facile, mais si on doit lâcher un objectif et puis en redéfinir un plus tard, c'est pas très très grave finalement. Donc d'essayer de garder un petit peu de perspective sur la chose, et puis pas être trop grippé au quotidien, pas que ça prenne trop d'importance non plus. Il y a beaucoup d'autres choses dans la vie au-delà de ça. Et puis si on peut garder un peu la vision globale plutôt que de voir que ça et que devant ses pieds, je pense que ça peut... Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Qu'est-ce qui t'aide à relativiser, on va dire, à prendre de la distance parfois quand ça se passe pas forcément comme tu veux? Ben, déjà, je pense que c'est bien d'être... Enfin, moi, je suis assez exigeante avec moi-même, mais je pense que c'est bien des fois aussi de se dire que, ben non, en fait, faut déplacer ses... Je dirais pas les réfuter, mais les déplacer, ses exigences. Et faut accepter parfois qu'en fait, ça suit plus. Enfin, que là, c'est un moment, voilà, faut faire une petite parenthèse. J'ai eu l'occasion d'y pas mal y réfléchir. En plus, je me suis pas mal posée pour réfléchir à ça ces derniers temps. Et je pense qu'il faut... La clé, c'est sans doute aussi de pas être monotâche. Tu vois, que ça devienne pas une obsession. Enfin, qu'il n'y ait pas que ça qui te rend heureux. Enfin, que ce soit pas le seul truc qui te fasse te sentir épanoui, de réussir, par exemple, en trail, ou de réussir en n'importe quoi, en fait, hein, que ce soit en vélo... en gymnastique, je sais pas, en roller derby, enfin voilà quoi. Si tu veux, en fait, peu importe ce qui compte beaucoup pour toi, je dirais, ouais, varier les pratiques, accepter aussi de pratiquer différemment. Tu vois, moi, ces derniers temps, j'ai pas la pêche, mais faire des trucs cool, ça me va. En fait, j'aime bien être dehors, et je sais que c'est toujours une chance de pouvoir pratiquer des choses et tout ça, d'aller en montagne, d'aller se balader. Et je suis bien consciente de la chance que j'ai, et j'ai pas envie de me frustrer parce que je suis pas aussi performante que je pourrais l'être à tel instant. Tu vois, je pense que c'est important aussi de se dire ça, et puis aussi se rappeler que on n'a pas que ça, et qu'il y en a une famille, on a des amis, qu'on a un conjoint, qu'en fait il y a d'autres choses à vivre que d'aller courir et de choper le com du chemin, du trou, du je sais pas quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a un moment... la vie, elle est assez belle comme ça, sans être... En fait, il ne faut pas être omnibulé, il ne faut pas que ça devienne... Et c'est pour ça aussi que je parlais des réseaux, c'est que je pense qu'il y a un moment là, ça prend des proportions où, en fait, tu n'es pas cool si tu ne fais pas de trail, quoi. Enfin, tu vois, quand tu vis ici, il y a un peu de ça quand même. Enfin, ah bon, tu cours pas? Ouais, super, quoi. Tu vas, c'est un peu ça, quoi. Je trouve qu'il y a une grosse pression... Et ouais, je pense que c'est important aussi de se dire que on est autre chose que ça, quoi. Je pense, là, ce que tu disais, on est autre chose que ça. En fait,
ça revient à l'identité. Et moi, c'est un petit peu ça que j'ai vécu aussi dans le triathlon. J'ai passé beaucoup d'années à m'identifier à travers le triathlon. Donc oui, ça fait partie de qui je suis. Mais en fait, au final, je suis Emma. Et les gens, mes proches, ils m'aiment parce que je suis Emma. Pas parce que je suis triathlète, pas parce que je fais du trail, pas parce que j'ai gagné telle ou telle course. Et je pense que c'est peut-être ça qu'il faut se rappeler aussi. Des fois, c'est qu'on est soi-même avant tout. Et puis, il y a d'autres choses qui viennent un petit peu se coller à ça. Mais ce n'est pas la définition même de qui on est. Et qu'est-ce qui nourrit, par exemple, encore ton plaisir de courir, de faire du vélo, de faire du sport? Parce que ça me permet de vivre, en fait. Ça me permet de ressentir plein d'émotions. Et puis finalement, que ces émotions, elles soient négatives ou positives, enfin positives ou négatives, si j'atteins peut-être pas un objectif que je m'étais fixé ou que ça ne se passe pas tout à fait comme j'ai voulu, ou bien que quelque chose m'arrive et je suis triste ou je suis frustrée, mais en fait, finalement, c'est des émotions. Et puis, c'est ça que je cherche. Et l'alternative, c'est de rien ressentir du tout et de traverser la vie en se disant, bon, ben voilà, et d'être tout plat et puis de se retourner au bout, puis de se dire, bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Mais là, je me donne l'occasion de vivre les choses, peu importe finalement la dimension qu'elles prennent. Et voilà, je pense que c'est... Voilà. Dans tout ça, c'est mon plus gros objectif, en fait. Allez, j'ai une dernière question. Moi, si vous pouviez me partager un conseil ou une phrase repère, on va dire, pour aborder 2026 sereinement. Et peut-être pas facile, cette question. Genre une maxime Ouais. de conduite. Ouais. Moi, je dirais c'est dans la tête. Ça veut dire quoi pour toi? Bah, en fait, je pense que si tu as envie, encore une fois, tu vois, si tu as envie, tu pourras le faire, quoi. Et du coup, je pense, moi, c'est quand j'ai des coups de mots, tu sais que tu commences à te trouver des excuses. Là, tu as une pointe au mollet droit à 20 cm de la malléole, et puis tu as un truc qui commence à faire mal, ouais, mais bon, puis là, je commence à avoir mal au ventre. Et puis, en fait, non, c'est dans la tête, quoi, si tu as envie de... Enfin, tu vois, sauf gros pépins et tout, je pense, ouais. Puis se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, mais pour les bonnes raisons, encore une fois. Voilà. Emma? Je pense que pour moi, c'est quelque chose que je me dis en course aussi. C'est un pas après l'autre. Ça ne sert à rien de toujours vouloir plus et plus loin. Peut-être qu'on peut juste profiter en fait de chaque pas qu'on fait et d'en tirer le maximum et d'en être pleinement conscient. Et puis quand ça devient dur, peu importe que ce soit dans la vie ou sur un trail, tant qu'on continue à mettre un pas devant l'autre, finalement on arrive comme en général à l'arrivée. Au bout d'un moment, on arrive au bout. Bon, je suis sûre que vous avez des questions. Il y a un micro qui devrait circuler. Voilà, il est là pour que vous puissiez poser vos questions et qu'on vous entende bien. Et je vois une première question déjà là-bas. Bonjour. Oui, justement, la question, quel est votre objectif à toutes les deux l'année prochaine sur l'UTMB? Sachant que vous êtes des compétitrices quand même. Je peux te faire une réponse à finir. Arriver à Chamonix et puis on verra à quelle heure. Mais en fait, moi, j'ai jamais fait plus de 145 bornes, donc je sais pas ce que ça donne sur 180. J'ai jamais fait aussi roulant sur aussi long, puisque je suis capable de courir autant. Enfin, je sais pas. Du coup, je trouve sur du long, c'est dur de donner un objectif. Parce que, puis bon, on est compétitrice, mais enfin, je sais pas toi, mais enfin moi, je me suis pas fixée forcément. J'ai une plage horaire, forcément, mais en tête. Puis si possible, enfin voilà, mais je sais pas toi, ce que tu en penses. Alors moi, je me suis arrêtée à 89 pour l'instant en termes de kilométrage, donc là, je vais faire le double. Tu peux pas faire x2, quoi. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Tu vois, ça, c'est aussi un truc. Ça marche pas pour calculer. On est souvent déçus si on fait ça. Ça marche pas 90 x 2. Il y a toujours un moment, ça couac. Non, alors, avec une préparation qui, je pense, sera cohérente, je fais confiance à mon corps pour arriver au bout, ça c'est sûr. J'ai très très peu d'expérience dans le trail, je vais l'avouer. Donc, ce sera j'en ai fait 5, je pense, dans ma vie actuellement. J'ai pas envie de dire mon but sera juste de finir, parce que c'est pas vraiment ce que tu as envie d'entendre. Mais voilà, j'ai envie
j'ai envie de partager ça avec ma famille à chaque point d'assistance. En fait, je n'ai aucune idée en fait, de ce que je suis capable de faire sur cette course. Je me dis, ouais, ça passera en dessous des 30 heures. Mais au-delà de ça, j'ai aucune idée. Et ça se trouve, moi, ça n'arrivera même pas tu vois. sûr. Ouais, exactement. Ça, je veux pas te faire peur, hein, mais Non, mais c'est pas une certitude. non, mais justement, Parce qu'on il y a à peu près aucune- le même niveau, c'est pas une certitude. C'est possible, c'est mais envisageable. exactement, et ça dépendra Mais- des 8 prochains mois. C'est long, 180 km. Il peut se passer plein de choses. Tu peux rencontrer un ours qui te barre le chemin. Non, mais absolument, et je pense que c'est ça aussi la beauté de ce sport. Hein. C'est que ça nous pousse un petit peu dans le dernier tranchement et on sait vraiment pas. Puis encore une fois, tu vois, on en arrive à la perf, quoi. Combien de temps? Est-ce exact. qu'on va faire un temps qui est louable pour des filles avec un maillot Kailas qui sont en train de parler depuis 1 heure à vous raconter des conneries sur le trail? Je sais pas, tu vois. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Ouais. Moi, si ça tenait qu'à moi, je l'aurais même pas dit que je faisais l'UTMB, tu vois. Comme ça, j'étais bien tranquille. Il y a personne qui m'en parlait, qui me demandait combien de temps j'allais mettre Ouais. et si j'allais faire une belle perf ou pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Et- c'est tellement ouais. personnel et c'est tellement. Enfin, Ouais. ça dépend de la météo. Si c'est canicule, ça peut être super dur. Si c'est déluge, tu perds des ampoules aux pieds, des problèmes de chaussures. Enfin, c'est. Puis peu importe si tu fais 30 ou 40 heures, tu vas quand même ouvrir le champagne avec ta famille après. Encore une fois, c'est pour ça, pour le coup, vraiment, moi, ça me tiendra à cœur de le faire ce tour, de le boucler. Parce que ça va, je trouve que sur de l'ultra notamment, tu me dis sur un 50, je te dis pas, est-ce que je vais finir, je sais pas. Non, je suis sûre que je vais finir, sauf si je me fais une fracture ouverte en chemin. J'arriverai au bout, même si j'ai fait pas un bon temps, quoi, tu vois. Sur l'UTMB, je peux pas te dire, je suis sûre que, enfin, je sais pas en fait. Vraiment, enfin, il peut se passer plein de choses sur du long. Je sais pas si toi tu pratiques. Si tu as préparé ta course en amont, tu dois bien savoir si tu vas arriver. Enfin, je sais pas, moi je fais de l'Ironman, je me lance pas sur un Ironman avec l'objectif de me dire tiens, j'ai fait que Est-ce que tu fais 50 du trail bornes du de coup vélo, je fais pas des sorties de 50 bornes de vélo. Ah Et ouais. pareil, Après, la mat, tu gagnes pas en brin. Après, tu vois, la prépa, tu fais le triathlon, c'est beaucoup plus millimétré. C'est une discipline. Enfin, si je peux. Alors, c'est pas mon domaine. Et encore. Mais je trouve Ouais. que c'est très carré. Moi, les triathlètes que je connaissais, c'est quand même super carré, super chronophage. L'ultra trail, c'est très particulier. C'est pas la même chose encore que d'être un coureur de 50 ou 60 ou de 20 ou tu vois. Il y a vraiment tellement de paramètres que vraiment tu peux te prendre. Moi, ça m'est arrivé en Chine. Là, je me suis pris facilement 3 heures dans la tronche. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, je me suis pris 3 heures par rapport à mon estimation. Voilà, c'est déluge, coup de mou, j'avançais plus, altitude, enfin voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. Mais tu vois, c'est pour ça que... Et c'était que 100 bornes sur 180, pour de vrai, il peut vraiment se passer plein de choses. Et t'as évidemment un temps que tu vises. Moi, évidemment, je vais pas te dire je vise les barrières horaires. Ce serait hypocrite de ma part, quoi, tu vois. Mais pour autant, il faut pas se brûler les ailes non plus. Et je pense que c'est vraiment les sensations qui vont primer, quoi. Une autre question? Là, je vois un doigt qui se lève ici. Moi, j'ai une question justement par rapport à la performance que tu disais tout à l'heure. Quel regard tu as sur l'évolution des performances féminines? Parce qu'on parle des féminines. Dans l'évolution sur les classements, on va dire général, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes qui commencent à faire de la performance de très 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 haut niveau. Et justement, par rapport à ça, et les organisations, on voit qu'il y a aussi une évolution pour les femmes sur les courses et surtout sur les longues distances. Justement, je voulais avoir votre regard en tant qu'athlète là-dessus. Je trouve ça intéressant comme intervention de ta part parce que je trouve que justement aujourd'hui on met beaucoup plus en avant les femmes dans la pratique du sport. Je pense qu'elles sont aussi plus présentes parce qu'elles prennent conscience que c'est aussi possible pour elles, on est aussi capable. Alors on est moins performante, c'est sûr. En fait c'est notre corps qui est enfin voilà. On a moins de globules, nos muscles sont moins performants, on a moins de puissance. On a un gabarit aussi qui fait que moi j'ai pas la foulée de Jim Wesley comme vous pouvez vous en douter quoi. Et il y a un moment en fait ça permet aussi, il faut aussi se dire qu'on est capable et je trouve que les organisations quand même elles accordent une attention particulière à ça. Après les performances des hommes restent toujours plus mises en avant dans la médiatisation. Moi ça m'est arrivé par exemple, de faire des podiums, tu vois nulle part, même si tu es sur le format long,
que qu'au scratch t'es pas non plus dégueu, que voilà. Mais c'est sûr que forcément on est moins impressionnante, comme le Tour de France féminin est moins impressionnant que de regarder Pogacar mettre la pilule à tout le monde dans tel col. Enfin, en fait, il y a ce problème-là que je pense que voilà, c'est moins c'est moins médiatisé, mais ça change. Enfin, je pense que ça change, et il faut aussi que les femmes elles se fassent confiance, qu'elles se disent en fait, pourquoi je le ferais pas, quoi. Enfin, finalement, comme tu disais, c'est mettre un pied devant l'autre, quoi. Au bout d'un moment, tu y arrives. Enfin, tu faut juste jauger progressivement tes distances et te dire que si ça te fait envie, encore une fois, si c'est un truc qui te fait envie, pourquoi pas toi, quoi. Enfin... Alors, je découvre le monde du trail depuis une année là, mais je pense que c'est ce qui commence à arriver dans le trail maintenant, c'est peut-être une bascule qui est arrivée dans le triathlon et peut-être dans le cyclisme il y a quelques années, où on voit que la densité du plateau féminin est de plus en plus grande. Alors dans le triathlon, il y a toujours eu un tout petit peu moins de, je pense, l'égalité a toujours été peut-être un tout petit peu plus marquée, en tout cas au niveau des primes de course, etc. De la participation féminine, on a toujours été un petit peu, on guillemets, meilleur. Enfin, il y a eu un tout petit peu plus de femmes, je pense, mais je pense que ça se voit dans tous les sports. Puis c'est une bonne chose. Oui, on a encore moins de temps d'écran, clairement. Je pense que dans les contrats sponsoring, il y a aussi un petit peu de travail à faire. Mais je pense que dans tous les sports, gentiment, on arrive, pas à une parité, mais c'est de plus en plus. Je pense que les marques, elles voient aussi ce que peuvent apporter les femmes dans le sport. C'est d'autres choses. Et puis dans le monde de l'ultra particulièrement, en fait, la différence de performance, plus c'est long, plus c'est réduit. Parce que nous, on a des capacités physiques qui sont très différentes. On est forte en long. On est plus forte en long. Il y a moins d'écart qu'avec les hommes, en fait. C'est ce que je dis en termes d'endurance. Et t'as plus de chances de faire une belle perf sur du long par rapport à un homme que par exemple que sur du court, où là ça va vraiment être des critères physiques de base, en fait. Enfin, c'est pas notre faute, c'est comme ça. Non, en fait, on a moins de force, mais physiologiquement on a notre capacité à brûler des graisses, elle est meilleure, et on a un gros mental aussi. Désolé messieurs, mais on est forte mentalement. J'ai une autre question là-bas. Allez-y. Bonjour, déjà merci pour cet échange qui était hyper intéressant, et pour le coup moi j'avais une question. Comment est-ce que vous avez su, quels sont un petit peu les signaux qui montrent qu'on est prêt à passer sur des distances un peu plus longues, notamment des ultras? Merci pour cette question. Ouais. Alors tu vas dire que je radote, mais l'envie en fait, c'est juste, est-ce que tu as envie de te dire tiens, c'est mon prochain challenge, est-ce que moi c'est ça, enfin. Mais à quel moment tu t'es dit j'ai envie, ça y est, j'ai envie d'aller sur du très long? En fait, au fur et à mesure, si c'est un truc que tu as en tête au fond, tu rallonges au fur et à mesure tes distances. Déjà en off, tu vois ce que tu encaisses, comment tu l'encaisses. Est-ce que ça te plaît aussi cet effort où tu t'es poussé dans tes retranchements, où ton corps il est fatigué, mais tu lui en demandes encore, et finalement il répond. Parce qu'avec l'entraînement, encore une fois, ça répond. Enfin, au bout d'un moment, c'est comme tout, ça fonctionne. Et je pense que c'est au moment où là, toi, intérieurement, tu te dis, en fait, là, j'ai envie de faire un truc encore plus gros. Et là, en fait, c'est mental. En fait, c'est mental. C'est parallèlement à une prépa sportive. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que tu te dis, parallèlement à ton corps qui évolue vers ça, que dans ta tête, tu as envie de faire ça, et du coup, tu t'en donnes les moyens pour aller plus loin, quoi. Je pense aussi, tu vas démarrer à un certain point. Tu vas te fixer un objectif qui pour toi est réaliste, tu vas faire l'entraînement qu'il faut pour arriver à là, puis tu vas voir la réaction de ton corps. Et est-ce que tu as eu du plaisir à faire ce que tu t'es fixé comme objectif? Est-ce qu'au contraire, ça t'a pas trop plu? Ou bien tu dis non, ça suffit, c'était ma limite à moi? Je pense que tu le sens tant physiquement que mentalement. Ouais, et puis vraiment, est-ce que tu as le goût de ça aussi, de faire du long? Moi, je connais plein de gens qui sont super bons coureurs, mais en fait, non, juste ça, ils n'ont pas envie. Enfin, voilà. Mais moi c'est vraiment l'envie. J'aime bien être longtemps dehors. Enfin, voilà, c'est ce qui me fait kiffer, d'être passé plein de temps dehors. Du coup, forcément l'ultra ça me correspond. Mais voilà, c'est personnel, quoi. Qu'est-ce que vous recommanderiez à une femme qui n'habite pas sur Annecy, qui n'a pas forcément dans son entourage une copine qui court, qui fait du trail,
mais qui a cette idée en tête, qui aimerait bien peut-être se mettre au trail ou à la course à pied ou à la course de sentier, peu importe. Qu'est-ce que vous recommanderiez à une nouvelle entrante qui ne le sait pas encore en fait, que potentiellement ça lui plairait et qu'elle a le droit de le faire et qu'elle peut le faire? Vous voulez essayer de convaincre quelqu'un, c'est ça? Alors, est-ce qu'il y a un message du coup Est-ce que cette personne elle est dans a la dit salle? tout, cette hypothétique personne. Non, mais je pense que la beauté de la course à pied, c'est qu'on peut vraiment courir partout. Et puis que dans n'importe quelle ville, il y a des parcs, il y a des escaliers, il y a des échappatoires. Puis t'as en fait, toujours qu'on une des côte à la options. noix quelque part. Hein. Franchement, il y a toujours un moment où tu dis ah mince, ça monte quoi. Enfin, quasiment. Sauf peut-être sur des îles ou je sais pas. Et puis ouais, après se dire aussi, bah, si tu connais personne, je pense courir seul. Alors c'est peut-être plus dur au début, mais moi je sais que courir seul, c'est aussi, ça fait du bien. Enfin c'est aussi se ressourcer, être au calme. Enfin moi je cours beaucoup seul et quasiment tout le temps. Et du coup c'est ouais. Autant j'adore courir avec des gens, mais j'aime bien aussi, courir seul à l'entraînement au quotidien. Je trouve que ça doit pas être un frein en tout cas pour quelqu'un qui veut commencer, même si c'est peut-être plus dur de mettre le pied à l'étrier. Ouais. Ça j'entends. C'est très personnel. Moi, je suis aussi triathlète par définition. C'est assez solitaire. C'est pas pour rien que j'ai été triathlète. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent la communauté et qui ont envie de courir en groupe et la motivation est là. Et puis même en milieu urbain, il y a des groupes de trail. Je sais, il y en a énormément. Et si ça peut aider. Il n'y a pas besoin d'aller vite, il n'y a pas besoin de chercher la perf à tout prix. Il y a vraiment beaucoup de groupes qui sont très ouverts et vers lesquels on peut se diriger. Ouais, et puis effectivement, se rapprocher d'un club ou quoi, ça te permet aussi de prendre conscience que toi aussi, tu es capable de le faire, en fait. Qu'il y a tous les niveaux et qu'en fait, il n'y a pas de barrière à avoir, quoi. Et puis après, c'est sûr que c'est plus facile quand les week-ends. Moi aussi, j'adore être avec les copains. Avec mon copain, faire des trucs, partir en week-end complet, c'est bien d'être à plein, mais la semaine, tu fais tes entraînements seul, ça marche aussi, quoi. Faut pas que ce soit un frein, le fait d'être seul et de pas avoir quelqu'un pour t'accompagner. En général, ça te fout même en l'air tes trucs, hein, si vraiment tu veux t'entraîner. C'est bien de s'écouter aussi aux sensations, de pas se mettre la pression avec le pote qui a décidé de faire un jour-là un fractio de folie, là, et toi, t'es pas en forme, t'aurais bien juste fait un footing. Ça aussi, c'est important, je trouve, de faire des trucs qui te font envie. Et pas forcément de suivre même tous les social runs du coin tu vois, parce que si tu veux à Annecy, en fait, tu cours tous les soirs, par exemple, avec un club. Non, mais c'est vrai. Tu peux tous les soirs faire la séance de fractio de je sais pas qui, la séance de PPG de l'autre club, et puis machin. Et en fait, quand est-ce que tu cours pour toi et avec tes propres sensations, tu vois, ça aussi, ça peut être, en termes d'entraînement, ça à méditer, selon moi. Mais voilà. Moi, j'ai une idée de conseil aussi, c'est lui acheter des jolies baskets pour Noël. Ça motive aussi à aller courir. Il y a une marque qui en fait des pas mal, je peux te conseiller si tu veux. Bonjour, merci pour cet échange qui est plutôt riche. J'avais une question, est-ce que vous mettez aussi le running ou le sport de manière générale au profit du développement personnel dans votre vie ? Alors, peut-être que moi, ça a été la clé du développement personnel, en fait. C'est à travers le sport que je me suis posé toutes les questions. C'est le sport qui m'a forcé à me poser les questions que je me suis posées. Et justement, par rapport à ce pourquoi je fais les choses, pourquoi pas en termes de jugement, mais juste de mes convictions personnelles. Et si j'avais pas eu tout ce parcours dans le triathlon, je me serais pas posé ces questions-là, en fait. Et j'en serais pas là aujourd'hui à faire l'UTMB. Pour ma part, je réduirais pas ça par contre au running ou au sport, tu vois, parce que du coup, encore une fois, je trouve ça trop fermé. Mais moi, je te répondrais que oui, par contre, la montagne, elle a une importance particulière dans mon développement personnel. Et elle peut être source de joie, elle peut être thérapeutique, elle peut être... c'est vraiment... c'est un moyen de partage aussi. Voilà, il y a plein de choses qui entrent en jeu et un moyen d'introspection également, beaucoup. Mais je mettrais plus au sens large parce que sinon, je trouve que le running, tu vois, ça enferme trop. Et même sport, en fait. Moi, je veux pas enfermer ma pratique avec mon corps, tu vois, dans le terme sport, si tu veux, parce que je trouve ça trop. En fait, ça fait tout de suite Strava, quoi, tu vois. Ça fait. Ouais. Du coup, voilà. On peut dire activité physique. Voilà, ouais, non, mais pratique en montagne, pratique. Ouais. Voilà. Une dernière question.
Merci. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, comment dire, il y a eu beaucoup... Enfin, je refuse que sur les 4 questions, ça soit 3 hommes. Pour un événement aussi féminin, ça me fait trop mal au cœur, mon militantisme. Donc, je prends la parole. Je pensais qu'il n'y aurait que des femmes, d'ailleurs. Ça, tu vois, c'est typique. C'est parce que tu as plus confiance en toi quand tu es un homme et tu prends plus la parole. Alors que quand tu es une femme, tu dis, est-ce que vraiment ce que je veux dire, ça va être intéressant? Ouais, non, mais 100%. Non, mais ça, c'est complètement... C'est prouvé. Hein, c'est pas moi qui fais du lobbying féministe, mais ouais, c'est prouvé. T'inquiète, mais vas-y, on t'écoute. Je peux m'occuper de tout ça. Oui. Non, mais il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur l'entre-soi anécien. On est en train de le cultiver aujourd'hui. On se ressemble tous dans la salle. Franchement, on est tous blancs, valides, sûrement hétéros, sûrement avec de l'argent, sûrement avec plein de choses. Donc tout ça, ça reste un plus en fait d'aller faire du trail. C'est pas toute la vie, en effet. Et pour revenir juste sur pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes dans le trail et notamment dans l'ultra trail. Vous avez évoqué un peu la biologie. C'est un discours qui est entendable, mais n'oublions pas que on est des femmes, donc on a plus de charge mentale, on doit œuvrer à plein de terrains là où en fait les hommes ont moins de choses à gérer. Donc le trail, ça reste un truc de paresse. Mais on ne sera jamais d'accord avec la personne qui est derrière, vu que la première question qu'il pose, c'est une question de performance, alors que vous avez parlé pendant 30 minutes de tout le rapport à... j'ai noté 40 milliards de trucs. Après, toutes les questions sont légitimes. La pression. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en vrai, merci de prendre la place dans ce monde-là. Et vous êtes tout aussi légitimes. Et j'espère que toutes ces femmes qui seront dans la salle se sentiront légitimes à s'entraîner, à prendre des dossards. Ou pas, moi j'en prends pas, j'ai pas ce travail, j'ai pas de monde, je m'en fiche. Après faire du trail, c'est pas forcément porter un dossard, encore une fois. Bien sûr, et c'est pour ça que aussi, je pense que c'est important de le rappeler. Non, bien sûr. Porter un dossard pour faire de la randonnée, être frustré, te sentir nul par rapport aux autres dans le classement, est-ce que c'est un intérêt? Je suis pas sûre, quoi, tu vois. Est-ce que si c'est prendre un dossard pour prendre un dossard, est-ce que tu le prends pour des bonnes raisons? Est-ce que tu vois, parce que tu peux prendre un dossard pour l'émulation, par exemple. C'est quand même fou un trail, enfin une course, enfin n'importe quoi, mais un truc où il y a du monde qui va atteindre une arrivée, quoi. Peu importe les moyens. C'est l'émulation qui est cool. C'est ça qui te donne envie de te dépasser, de courir plus vite, mais c'est pas une obligation, encore une fois, quoi. Tu peux avoir une super belle pratique du trail sans porter de dossard, quoi. Ça aussi, je pense, c'est important de le dire. C'est là où je voulais en venir, c'est que rencontrer des gens et voir des beaux paysages, c'est déjà simplement suffisant. Et se déplacer, faire du sport pour la tête ou pour le corps, c'est déjà très bien. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était une belle conclusion parce qu'on est resté beaucoup trop longtemps assis là. Merci en tout cas pour vos questions, pour votre écoute. Merci à toutes les deux. Merci à vous. À toi. C'était très chouette. Merci à vous. Et merci. Et allez courir. Allez hop.